système qui n'en peut plus. On ne peut pas continuer à expliquer que nous avons un modèle social formidable qu'il faut absolument à tout prix conforter, alors que ce modèle social est en échec, alors qu'il génère de l'injustice, alors qu'il a bloqué les possibilités de promotion d'une grande partie de nos concitoyens, alors même que nous voyons autour de nous, dans les autres grands pays européens, le chômage diminuer, la croissance reprendre, et des situations politiques et sociales qui sont bien plus apaisées que la nôtre. Donc oui, j'avais eu cette formule un jour qui m'avait été reprochée, oui, il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement. Avant de passer la parole à la salle, en vous écoutant, je réfléchissais depuis le 1er janvier à ce qui nous est tombé sur les épaules du chef d'entreprise, surtout de PME. Vous savez qu'il faut maintenant, en cas d'infraction d'un de nos salariés au volant d'une camionnette de l'entreprise, le dénoncer s'il se fait flasher. Donc on transfère l'autorité du policier ou du gendarme au chef d'entreprise, tout en sachant que si jamais il ne tempère pas, c'est lui qui paye les 750 € d'amende, et qu'en plus, s'il ne tempère toujours pas, c'est du pénal. On a la mise en place des 6 derniers critères du compte pénibilité qui sont inapplicables pour bon nombre d'entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité. Et là, finalement, on transfère la charge de la médecine du travail, du service de prévention, santé, sécurité, une fois encore sur les épaules du chef d'entreprise. Comment pouvez-vous, quel est votre projet pour faire en sorte qu'on évite le prélèvement à la source au 1er janvier 2018? Là-dessus, j'aimerais avoir votre réponse aussi. Comment pouvez-vous éviter que toutes ces mesures qui datent, une fois, viennent de la chancellerie, une autre fois du ministère du Travail, une troisième fois de Bercy, et j'en oublie certainement, comment faire éviter que cet entonnoir qui, dans le fond de l'entonnoir, retrouve le chef d'entreprise, puisse être dévié, ou en tout cas arrêter de surcharger les contraintes du chef d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'à force de rajouter ces contraintes, premièrement, on enlève, entre guillemets, la volonté d'entreprendre, or c'est essentiel pour la réussite de notre pays, et deuxièmement, il y a un tel encadrement autour de l'emploi salarié qu'on finit par se demander qui demain pourra embaucher quelqu'un sur statut de salarié. Alors d'abord, j'ai répondu déjà sur une première question qui est le compte pénibilité. Je l'abroge. Je pense que cette affaire de compte pénibilité n'est pas applicable. Ce n'est pas une question de choix idéologique, ce n'est pas une question de justice sociale, c'est juste inapplicable. Donc on va le supprimer. Je vais proposer qu'à la place, naturellement, il puisse y avoir un suivi sur la santé des salariés et que, en cas de difficulté, sur les médicales, il puisse y avoir des décisions prises en matière d'anticipation des parents en retraite, mais pas de façon, comment dirais-je, systématique, sur des critères qui ne fonctionnent pas. En 2003, quand j'ai fait la première réforme de retraite d'ampleur, j'avais naturellement évoqué la question de la pénibilité parce que c'est une question qui semble naturelle. Voilà, on a tous envie d'imaginer un système juste dans lequel les gens pourraient travailler plus longtemps ou moins longtemps en fonction de la pénibilité de leur travail. Mais je m'étais rapidement heurté à une constatation, c'est que personne ne l'a jamais fait nulle part dans le monde. Donc déjà, ça complique les choses. Et j'avais essayé de trouver des critères objectifs sur ce sujet. Je n'en avais trouvé qu'un seul, c'était la durée de vie, l'espérance de vie par profession. Et quand j'ai découvert les résultats de cette étude, j'ai compris que je n'y arriverais pas parce que les gens qui vivent le plus longtemps sont les curés et les enseignants. Et ceux qui vivent le moins longtemps sont les agriculteurs, les maçons, les couvreurs, enfin en gros tous les gens qui travaillent dehors. Donc, si on avait voulu faire vraiment une réforme de la pénibilité, il aurait fallu dire aux enseignants de travailler plus longtemps pour que les couvreurs et les agriculteurs partent plus tôt. Je me suis dit que j'avais beaucoup de courage, j'avais beaucoup d'imagination, beaucoup de force de conviction, donc je n'allais pas y arriver. Donc je supprime le compte pénibilité. Deuxième chose, je supprime le prélèvement à la source. Pourquoi je supprime le prélèvement à la source? Là encore, c'est pas par idéologie. C'est pas une mauvaise idée en soi, le prélèvement à la source, mais tel qu'il a été conçu, c'est un transfert vers les entreprises
d'une bureaucratie, d'un travail administratif qui viendra s'ajouter encore à leur coût. Mais il y a une deuxième raison qui me pousse à supprimer le prélèvement à la source, c'est que je pense qu'il faut réformer profondément l'impôt sur le revenu. Je ne le propose pas tout de suite parce que je pense que la priorité absolue, c'est de faire redémarrer l'économie. Et pour faire redémarrer l'économie, il faut baisser les charges, il faut baisser la fiscalité du capital. Sinon, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de redémarrage de l'économie. Donc moi, je fais un séquençage. D'abord les entreprises et ensuite l'impôt sur le revenu. Et la réforme de l'impôt sur le revenu, j'imagine, elle est radicale. C'est une réforme très importante qui devrait conduire à ce que tous les Français paient un tout petit peu, pour certains, plus pour d'autres, d'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et dans un système qui soit plus simple et plus juste. On pourra imaginer à ce moment-là, peut-être, la retenue à la source. Mais le faire aujourd'hui, c'est d'une certaine façon dissimuler à tout jamais aux Français la réalité de l'injustice de l'impôt sur le revenu. Une fois que les gens ne verront plus l'impôt qu'ils paient, une fois que ça sera complètement dissous dans la feuille de paie, pourquoi est-ce que les responsables politiques trouveraient le courage de réformer l'impôt sur le revenu? Donc je pense qu'il faut agir de cette manière. Enfin, pour répondre plus complètement à votre question, moi je veux un gouvernement extrêmement restreint. J'ai dit que je voulais un commando. Pourquoi? Parce que déjà, plus il y a de ministres, plus c'est compliqué de coordonner tout ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Et il faut vraiment qu'il y ait un patron, s'agissant des entreprises, s'agissant de l'économie, qui est autorité sur l'ensemble des membres du gouvernement pour bloquer les initiatives qui viennent d'autres ministères et qui viennent vous compliquer la vie. Et pour ça, il faut une équipe très ramassée. Il faut un Premier ministre qui ait vraiment du pouvoir. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a eu une dérive ces dernières années dans le fonctionnement de nos institutions, avec un président de la République qui veut tout faire, qui veut se mêler de tout, qui n'en a pas les moyens administratifs, qui n'en a pas les moyens techniques, parce que la Constitution n'a pas été conçue pour ça, et un Premier ministre qui n'a pas assez d'autorité, qui doit être le vrai patron, qui arbitre, et qui justement évite ce que vous venez à juste titre de dénoncer. Voilà. Et puis enfin, je voudrais qu'il y ait des membres de la société civile dans ce gouvernement, pour que, en particulier, le monde de l'entreprise soit présent. Et enfin, je voudrais qu'on mette en place un dispositif que j'ai commencé à construire, à initier, de retour permanent d'expérience avec la société civile. C'est-à-dire qu'on mette en place un dispositif de comité qui permette à chaque instant de vérifier que les engagements qui ont été pris ont bien été tenus ou que les mesures qui ont été décidées n'ont pas des impacts négatifs sur le monde économique. Très bien, allez, on ouvre la salle. Alors, monsieur.